Ça, c'est une carte de France des villes présentes au top 14 il y a 20 ans. Et ça, c'est les villes présentes cette année. En regardant de plus près, on se rend compte que le Sud a perdu pas mal de clubs. C'est aussi le type de ville qui a changé, de Brive, Agen ou Auch, on a maintenant Bordeaux, La Rochelle ou Lyon. Est-ce seulement une impression ou est-ce que le rugby professionnel tend à disparaître des villes moyennes du Sud-Ouest au profit des grandes métropoles? Pour en avoir le cœur net, j'ai fait un premier graphe montrant l'historique des vainqueurs du top 14. La taille des bâtons représente la population actuelle de l'agglomération. Entre 1943 et 1984, il y a 9 titres sur 42 gagnés par des agglomérations de plus de 200 000 habitants, soit 20%. Après 83, c'est 35 titres sur 39 qui sont gagnés par ces agglos, soit 90%. Seuls Castres et Agen s'en sortent. Les plus petites villes comme Béziers, Tarbes, Mont-de-Marsan ou Lourdes ne gagnent plus de titres. Je vais souvent me référer aux agglomérations plutôt qu'aux villes. Ça n'a pas vraiment de sens de regarder juste la ville-centre quand le public, les infrastructures et les financeurs viennent en partie des villes proches. Bon, le vainqueur c'est intéressant, mais ça donne pas une vérité générale. Pour aller plus loin, j'ai pris l'ensemble des équipes du top 14 et j'ai regardé l'évolution de la taille des agglomérations. On voit donc sur ce graphe la population moyenne des agglos du top 14 depuis 97. Et là on peut voir qu'en 10 ans, la taille moyenne des agglos a bien été multipliée par 2 pour atteindre un pic en 2011 avec l'arrivée de Bordeaux et de Lyon. Il faut mettre ça en lien avec la réduction du nombre de clubs dans l'élite, passant de 24 clubs en 98 à 14 clubs en 2005. Ça réduit mécaniquement les opportunités d'accéder au championnat. On voit donc une hausse globale puis une stabilisation. La taille moyenne des clubs ne change plus, car c'est devenu difficile de sortir du top 14. À partir de 2017, seul le 14e est sûr de descendre en seconde division, le 13e joue un match de barrage. Les clubs présents à ce moment, venant des grandes villes donc, sont protégés. On a donc une confirmation, l'élite du rugby s'installe de plus en plus dans les grandes villes. Mais comment expliquer la rupture présente dans les années 90 ? Pour le savoir, on va devoir faire un petit détour par le siècle dernier. Le rugby est né dans les milieux aristocratiques anglais. Et ces gens, ils ont des principes. Faudrait pas que des pauvres jouent avec eux. Pour ça, il est rapidement interdit de toucher de l'argent pour jouer au rugby. Ça rentre dans un mouvement plus grand que l'on a évoqué dans les vidéos sur les JO, l'amateurisme. Ce courant s'accompagne de valeurs de fair play, d'éthique, de dépassement de soi, que l'on retrouve encore dans le rugby aujourd'hui. Mais à cette époque, seuls les plus fortunés ont le temps de se consacrer pleinement au sport, les pauvres sont donc écartés. Dans le siècle, le ballon ovale va se diffuser dans toutes les franges de la population, mais les fédérations vont protéger l'amateurisme jusque dans les années 90, notamment pour s'opposer au foot, plus populaire dans tous les sens du terme. Le rugby est alors l'un des derniers représentants de l'amateurisme dans le sport, et c'est même devenu une part intégrante de son identité. Il y a une contradiction qui se développe entre le statut d'amateur des joueurs et la réalité. Comme les élites ont trouvé d'autres passe-temps, les joueurs viennent désormais de plein de milieux sociaux différents. On peut alors facilement s'identifier à eux. C'est aussi aidé par des physiques pas encore sculptés comme aujourd'hui. Officiellement non payés, il existe en réalité des compensations parfois déguisées, comme des emplois dans des clubs ou des logements gratuits. Les rugbymen appelés en équipe nationale sont dans les faits des pros et n'ont pas de métier à côté. C'est ce que l'on a appelé l'amateurisme marron qui a fait débat tout au long de la démocratisation de la discipline. Avec la médiatisation des Coupes du Monde, le sport se développe et gagne en popularité. Sous l'impulsion des pays du Sud et de groupes de médias, la professionnalisation est actée en 1995. Cela va avoir des impacts immenses et va finir par changer la géographie de ce sport. On va y venir. Ce salaire officiel a plusieurs effets. Le fait de loger un joueur ou de l'employer hors des terrains crée une réelle fidélité avec un club et une ville. Quand la professionnalisation arrive, ces avantages disparaissent au profit du salaire. C'est réglo, mais on perd alors le côté familial au profit d'une relation employeur-salarié. Les clubs vont alors se battre pour les joueurs et vont voir au-delà de leur bassin de recrutement pour les attirer, souvent même à l'étranger. C'est aussi facilité par les normes européennes qui poussent à la libre circulation des joueurs. Le rugby entre donc dans une nouvelle dimension. L'amateurisme, un de ses piliers, disparaît. Ça va avoir des conséquences importantes sur un autre de ses piliers, son ancrage dans les villes moyennes du Sud-Ouest. L'arrivée des compétitions européennes et la réduction du championnat à 14 clubs vont augmenter la concurrence entre les équipes. Pour rester compétitifs, attirer les meilleurs joueurs et développer leurs infrastructures, ils doivent augmenter leur budget. Entre 2003 et 2024, le budget moyen des clubs de top 14 a été multiplié par 5. Seul le Covid en 2020 a mis un coup temporaire à cette croissance. Comment les clubs ont-ils pu grandir aussi vite ? Pour le savoir, il faut qu'on se plonge dans les sources de revenus des clubs du top 14. J'en ai parlé sur ma vidéo traitant du sport à la télé. Les revenus des clubs du top 14 dépendent essentiellement des droits télé, des sponsors et de la billetterie.
et dans une moindre mesure du merchandising et des subventions. En comparant avec d'autres sports collectifs, on voit que le rugby se situe dans un entre-deux. Il dépend moins des droits TV que le foot, avec 19% des revenus des clubs du top 14 qui dépendent des droits TV, contre 36% pour les clubs de Ligue 1. Et le rugby se repose aussi beaucoup moins sur les subventions, seulement 4% contre plus de 30% pour le basket, le hand ou le volley. C'est la particularité de ce sport où les sponsors prennent la place la plus grande. Pour augmenter leur budget, les clubs ont dû jouer alors sur différents postes. Les subventions étaient un poste historiquement important dans le rugby pour financer le modèle amateur, mais différentes lois les ont plafonnés. Il faut donc pas trop compter dessus sur le long terme. L'argent venant de la billetterie et du merchandising est essentiel, mais reste limité par le nombre de fans ou par la taille du stade. Les droits TV ne connaissent pas ces limites et ont été en constante augmentation depuis la professionnalisation. L'arrivée de Canal+ et le gain de popularité du sport a permis de multiplier par 50 la somme perçue par les clubs en 30 ans. Si ces sommes ont permis de développer les clubs, elles restent imprévisibles et très loin du foot encore. Pour grandir, les clubs ont misé sur les partenariats. Les entreprises voient le rugby comme un bon canal de promotion grâce à sa popularité, son ancrage local et ses valeurs. C'est donc le seul vrai volet que les clubs peuvent contrôler et qui peut théoriquement être une source sans limite. Tous les clubs s'en sont emparés, mais les grandes villes ont un avantage indéniable, la présence de grandes entreprises sur leur territoire. Quand Toulouse est sponsorisé par Airbus, les plus petits clubs doivent faire avec ce qu'il y a sur place. Il y a désormais un lien étroit entre la dimension des clubs et celle du marché économique des villes où ils sont implantés. Le président d'Oyonnax disait l'an dernier « Si on veut monter en top 14, il faut sortir de notre vallée. C'est un plafond de verre, on n'a pas de grandes entreprises qui veulent mettre plusieurs centaines de milliers d'euros. » C'est la première grosse raison de la progressive disparition du top 14 des clubs des villes moyennes. Si leur budget a progressé, il n'a pas suivi le rythme des grosses villes qui captent l'argent de sponsors bien plus conséquents. Les joueurs, les entraîneurs s'en vont. C'est la fin de Montauban, Bourgoin-Jallieu, Albi, Auch ou Dax de la première division. Alors on pourrait se dire que comme dans le foot, un fonds d'investissement ou un milliardaire viendrait investir dans un club pour profiter de son image. Ça a déjà été fait à Lourdes ou à Quillan avant la professionnalisation. Parce que vous le savez peut-être déjà, mais 11 des 18 équipes de Ligue 1 sont détenues par des propriétaires étrangers. Et c'est pas forcément dans les plus grandes villes, comme à Auxerre, ou alors à Troyes qui est actuellement en Ligue 2. Mais les possibilités de bénéfices au rugby sont moindres, notamment car les frais de transfert restent très faibles, et il semble indispensable d'avoir un ancrage local, en tout cas pour l'instant. Les investisseurs étrangers dans le rugby sont donc rares, à voir ce que va donner le projet de rachat de Béziers par un consortium irlandais. Mais il faut aussi qu'on évoque un phénomène qui va renforcer la domination des clubs des grandes villes, la métropolisation. Je vais pas ressortir mes cours de géo, mais pour résumer, c'est un processus de concentration de population, d'emplois et de capitaux, observable en France dans les villes de grande taille. On voit sur cette carte les territoires qui ont plus ou moins gagné d'emplois depuis les années 90. En orange et surtout en rouge, ceux qui ont perdu des emplois, et en bleu, les territoires qui ont gagné le plus d'emplois. Si on zoome sur le sud-ouest, les 3 territoires les plus attractifs, Toulouse, Bordeaux et Bayonne, sont comme par hasard ceux qui se sont maintenus en top 14. Il y a un double effet. Les grandes agglomérations profitent de leur taille, mais profitent aussi de ce mouvement de concentration qui vient fragiliser les villes moyennes moins attractives. Les clubs qui subissent la métropolisation sont donc les grands perdants. Ils ont une difficulté croissante à capter des revenus. Ce phénomène de métropolisation va aussi se concrétiser administrativement avec la création des métropoles. Ça va donner plus de moyens aux grandes agglomérations dans la gestion et la construction des équipements sportifs. Ce contexte métropolitain peut aussi pousser les clubs à fusionner grâce à la proximité des infrastructures sportives par exemple. Ça a été le cas du Racing et de l'US Métro ou évidemment de Bordeaux et de Bègles. C'est visiblement mieux accepté dans les grandes métropoles, mais ça passe moins dans la ville moyenne où les projets Tarbes-Lannemezan et bien sûr Bayonne-Biarritz se sont confrontés à des querelles entre dirigeants et supporters. Au-delà de l'aspect géographique, est-ce que la fin du rugby des villes moyennes, c'est pas aussi la fin d'une certaine idée du rugby ? Avant, on pouvait s'identifier aux joueurs, c'était des gars du coin qui ont un métier, mais aussi une corpulence pas si loin de celle du grand public. Mais maintenant, les joueurs sont devenus des athlètes, avec des entraînements plus fréquents et plus intenses. Fini les 3e mi-temps avec les spectateurs. Les gars ont pris presque 20 kilos de muscles en 20 ans, ont des salaires désormais bien plus élevés et ne viennent plus forcément du coin. On a perdu cette part de proximité et d'identification. Ces éléments ont eu un impact majeur sur le jeu en lui-même. Le rugby est passé d'un sport d'évitement à un sport de contact, avec des chocs de plus en plus intenses, devenant même dangereux pour les joueurs. Malgré tout, la communication de la fédération essaye de préserver cette image du terroir, comme le montre la vidéo d'annonce des joueurs participant à la Coupe du Monde.
Le souhait de garder une image de proximité contraste aussi avec la volonté de se développer à l'international. La Coupe d'Europe comprend maintenant des clubs venant d'Afrique du Sud. De l'autre côté, le rugby se définissait aussi par l'amateurisme, et ça a bien changé. Si c'est évidemment une bonne chose que les joueurs sont maintenant officiellement payés, tous les changements ont fait grincer pas mal de dents. Les entreprises se sont emparées de l'image de ce sport, de sa popularité, pour faire leur pub. Ça a participé à la starification des joueurs. On a aussi vu l'arrivée de nouveaux profils, comme les agents ou les conseillers en images, inconnus avant dans la discipline. Au final, certains estiment que cette footballisation n'a pas complètement eu lieu. Le respect entre supporters reste exemplaire, les salaires ont augmenté mais restent très loin de ceux du foot et les frais de transfert n'ont pas explosé. Dans le top 14, ça a été permis grâce à la mise en place de quelques garde-fous comme des salaires maximum et l'obligation d'avoir des joueurs formés en France. Alors si ce rugby des villes moyennes est moins représenté en top 14, il n'a finalement pas disparu. On le retrouve aujourd'hui en seconde division, les stades sont pleins et le championnat reste très attractif et prestigieux. Le nombre de licenciés dans les villes moyennes reste aussi très élevé. Le rugby a su jusqu'ici préserver cette image populaire aux yeux du grand public, à voir quelle influence auront les scandales de cet été, même si la médaille d'or au JO et l'aura d'Antoine Dupont semblent tout balayer. Avec tout ce qu'on vient de se dire, est-ce pour autant la fin de Castres ou de Perpignan dans le top 14 et l'arrivée de Nantes et de Lille? On n'en est pas vraiment encore là. Même s'il y a de la volonté de la part de certaines villes mais aussi de la fédération, ça prend énormément de temps de se construire une base de licenciés, de supporters et d'avoir les infrastructures. Mais je suis curieux de voir où en seront les projets de Rouen et d'Aix dans 10 ans. En attendant, je vous avais caché un truc. Si on prolonge jusqu'en 1892 le graphe du début de la vidéo qui présentait la population des villes qui ont gagné le championnat de France, on voit que les grandes villes dominaient déjà la discipline. On n'est donc peut-être pas à l'abri d'autres surprises, et je pense que le rugby a tout à gagner à s'ouvrir à d'autres publics pour se pérenniser dans le temps. Bon voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager à ceux que ça pourrait intéresser. À très vite pour une prochaine vidéo.